Le soleil de ce dimanche après-midi filtrait doucement à travers les rideaux du salon, créant une atmosphère paisible que Juliette chérissait. Emma, sa fille de 7 ans, était installée par terre, concentrée sur un puzzle de 100 pièces représentant un château de princesse. Ces moments de tranquillité étaient précieux pour Juliette, infirmière épuisée par ses longues semaines à l'hôpital. Alexandre préparait le café dans la cuisine quand la sonnette retentit. Par la fenêtre, Juliette aperçut la silhouette familière de Marguerite, sa belle-mère, remontant l'allée d'un pas décidé. Son cœur se serra instinctivement. Les visites impromptues de Marguerite n'annonçaient jamais rien de bon. La femme de 62 ans entra sans attendre l'invitation, ses talons claquant sur le carrelage. Son visage portait cette expression dramatique que Juliette connaissait trop bien, celle qui précédait invariablement une demande d'argent déguisée en urgence familiale. Marguerite s'installa dans le fauteuil principal, ignorant délibérément Emma qui avait levé la tête pour la saluer. Elle fixa Juliette avec une intensité théâtrale qui la mit mal à l'aise. « J'ai besoin de 5 000 €, annonça-t-elle sans préambule. Les médecins ont trouvé quelque chose de suspect lors de ma dernière mammographie. Il faut que je fasse des examens privés rapidement, la sécurité sociale traîne trop. » Juliette sentit son estomac se nouer. 5 000 € représentaient presque 2 mois de salaire pour elle. Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses de café, son visage déjà marqué par l'embarras habituel que provoquaient les demandes de sa mère. « Marguerite, c'est beaucoup d'argent, » commença Juliette prudemment. « Et nous venons de payer les frais de scolarité d'Emma pour l'année. »« Tu vas me refuser ça ?» explosa Marguerite, sa voix montant d'un octave. « Ma santé ne vaut pas tes petites économies ? C'est peut-être un cancer, Juliette. » L'accusation claqua dans l'air comme une gifle. Emma leva les yeux de son puzzle, inquiète par le ton agressif de sa grand-mère. Juliette prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je ne peux pas te donner cette somme maintenant. Si c'est vraiment urgent, la sécurité sociale couvre les examens d'urgence. Tu peux aussi demander à tes autres enfants. » Le visage de Marguerite se transforma, passant de la supplication dramatique à une rage froide et calculée. Elle se leva brusquement, ses yeux brillants d'une colère que Juliette n'avait jamais vue auparavant. « Petite ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. » Dans un geste d'une violence inouïe, Marguerite ôta sa chaussure à talons et la lança de toutes ses forces. Juliette eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait. Le projectile siffla dans l'air, mais au lieu de l'atteindre, il percuta violemment le crâne d'Emma. La fillette s'effondra sur son puzzle, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne reste immobile, du sang coulant de son front. « C'était toi que je visais !» hurla Marguerite, haletante. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre laissa tomber les tasses de café qui se brisèrent sur le sol dans un fracas de porcelaine. Pour la première fois en 3 ans de mariage, Juliette vit quelque chose se briser définitivement dans les yeux de son mari. « Ça suffit !» explosa Alexandre, sa voix résonnant avec une autorité que même lui semblait découvrir. « Tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Jamais !» Marguerite recula, choquée par cette transformation soudaine de son fils habituellement si conciliant. Dans ses yeux, la colère céda place à une panique réelle. Elle venait de franchir une ligne rouge dont elle ne mesurait que maintenant les conséquences. Mais Alexandre n'en avait cure. Il était déjà agenouillé près d'Emma, ses mains tremblantes cherchant son pouls tandis que Juliette composait le 15 sur son téléphone. L'ambulance n'était plus qu'une question de minutes. Et avec elle, tout allait changer pour cette famille qui ne le savait pas encore. Tandis que l'ambulance filait vers l'hôpital, sirène hurlante, Juliette tenait la main inerte d'Emma et les souvenirs l'assaillirent comme des vagues glacées. Comment en était-il arrivé là ? Comment avait-elle laissé cette situation pourrir pendant 3 longues années ? Tout avait commencé si innocemment après leur mariage. Marguerite était veuve depuis 10 ans et Alexandre, fils unique dévoué, voulait maintenir des liens familiaux étroits. Les premières visites semblaient normales, un dimanche sur 2, puis tous les dimanches, puis les mercredis également, pour voir ma petite Emma chérie. Au début, Juliette trouvait même touchante cette grand-mère attentionnée. Marguerite apportait des gâteaux, racontait des histoires à Emma, aidait à plier le linge. Mais rapidement,
les commentaires avaient commencé, subtilement déguisés en conseils bienveillants. Emma a l'air fatiguée, tu ne crois pas qu'elle se couche trop tard? Cette robe ne te va pas vraiment, ma chérie. Alexandre adorait les légumes quand il était petit, dommage qu'Emma ne mange que des pâtes. Chaque remarque était une petite piqûre, isolément insignifiante, mais qui ensemble formait un poison lent et sûr. Juliette commençait à douter de ses choix de mère, de femme, de maîtresse de maison. Les demandes d'argent avaient débuté par de petites sommes. J'ai oublié mon portefeuille, tu peux me prêter 20 € pour l'essence? Ces 20 € n'étaient jamais rendus, remplacés par une nouvelle urgence la semaine suivante. 50 € pour une facture d'électricité impayée, 100 € pour des médicaments non remboursés, 200 € pour réparer sa voiture. Alexandre minimisait systématiquement. Maman vieillit, elle a des difficultés financières. Sois patiente avec elle. Il n'était jamais là lors des pires moments, partant au travail quand sa mère arrivait, rentrant après son départ. Le pire, c'était l'impact sur Emma. La fillette, initialement ravie d'avoir une grand-mère présente, avait progressivement changé. Elle développait des tics nerveux quand Marguerite était annoncée, se rongeait les ongles et faisait des cauchemars. Grand-maman dit que maman ne sait pas bien cuisiner, avait confié Emma un soir, ses petits yeux inquiets. Elle dit que papa était plus heureux avant de vous rencontrer. Juliette avait alors tenté d'aborder le sujet avec Alexandre, mais il balayait ses préoccupations d'un revers de main. Tu dramatises. Emma adore ma mère. Et puis, maman a toujours été un peu directe, c'est sa personnalité. Cette personnalité s'était révélée de plus en plus envahissante. Marguerite critiquait l'éducation d'Emma, réorganisait les placards de cuisine, donnait son opinion sur tout. Elle avait même suggéré qu'Alexandre et sa famille déménagent dans une maison plus proche de chez elle pour qu'Emma grandisse près de sa grand-mère. Les visites impromptues s'étaient multipliées. Marguerite débarquait sans prévenir, utilisant le double des clés qu'Alexandre lui avait données pour les urgences. Juliette se sentait épiée dans sa propre maison, jugée en permanence. Le point de non-retour était arrivé 6 mois plus tôt, quand Marguerite avait critiqué ouvertement l'éducation d'Emma devant l'institutrice lors d'une réunion parents-professeurs où elle s'était imposée. Ma belle-fille est très permissive, heureusement qu'Emma a une grand-mère pour lui donner un cadre. Cette humiliation publique avait brisé quelque chose en Juliette. Elle avait exigé qu'Alexandre intervienne, mais il avait encore trouvé des excuses. Elle ne pensait pas à mal. Tu sais comme elle tient à Emma. Depuis ce jour, Juliette sentait sa patience s'éroder dangereusement. Elle évitait les rassemblements familiaux, prétextait des gardes à l'hôpital pour échapper aux dîners dominicaux. Emma, elle, refusait de plus en plus souvent de rester seule avec sa grand-mère, prétextant mal au ventre ou fatigue. Mais jamais, au grand jamais, Juliette n'aurait imaginé que la situation dégénérerait jusqu'à la violence physique. L'ambulance s'arrêta dans un crissement de frein devant les urgences. En voyant le visage pâle d'Emma sous la lumière crue des néons, Juliette réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle aurait dû agir bien plus tôt. Alexandre, livide, portait leur fille vers l'entrée. Pour la première fois en 3 ans, Juliette lut dans ses yeux une détermination nouvelle. Quelque chose d'irréversible venait de se briser. Et paradoxalement, c'était peut-être exactement ce dont leur famille avait besoin. Les néons blafards du service des urgences pédiatriques donnaient à tout le monde un teint cireux. Emma reposait sur le lit d'examen, ses boucles brunes étalées sur l'oreiller blanc, une compresse sur le front. Le médecin urgentiste venait de confirmer le diagnostic, commotion cérébrale légère, surveillance de 24 heures obligatoire. Juliette se tenait près du lit, sa main posée sur le bras de sa fille endormie. L'adrénaline retombait peu à peu, laissant place à une fatigue immense et à une colère sourde qu'elle n'osait pas encore exprimer. Alexandre, lui, semblait transformé. Adossé au mur, il fixait Emma avec une intensité douloureuse, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Ses mains tremblaient légèrement et il serrait les poings pour les contrôler. Un coup discret à la porte les fit se retourner. Sophie, la collègue de Juliette, passa la tête par l'entrebâillement. Grande femme aux cheveux gris, elle travaillait en cardiologie depuis 15 ans et avait développé cette intuition particulière des soignants expérimentés. « Je viens de finir mon service », chuchota-t-elle. « Comment va notre petite princesse ?
Ça va aller, répondit Juliette, sa voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Sophie s'approcha du lit, jeta un coup d'œil professionnel à Emma, puis observa longuement Juliette. Son regard bienveillant mais perçant mit cette dernière mal à l'aise. « Juliette, il faut qu'on parle », dit Sophie après un moment. « Alexandre, vous pouvez nous laisser quelques minutes ?» Alexandre acquiesça et sortit sans un mot, ce qui surprit Juliette. D'habitude, il restait toujours pour tout contrôler. Sophie attendit que la porte se referme avant de prendre la main de son amie. « Depuis combien de temps ça dure ? » « Quoi ? » balbutia Juliette, bien qu'elle sût parfaitement de quoi parlait Sophie. Les cernes, la perte de poids, les sourires forcés. « Juliette, ça fait des mois que je te vois t'éteindre à petit feu. Tu arrives au travail tendu comme un ressort et tu repars chaque soir avec la tête de quelqu'un qui redoute de rentrer chez soi. » Les mots de Sophie frappèrent Juliette comme une révélation. Elle avait cru masquer sa détresse, mais les signes étaient là, visibles pour qui savait regarder. Sa belle-mère, murmura-t-elle simplement. Sophie hocha la tête, sans surprise. Elle avait entendu suffisamment d'histoires similaires pour reconnaître les symptômes. Et Alexandre ? Il ne voit rien. Ou ne veut rien voir. À cet instant précis, la porte se rouvrit et Alexandre entra, le visage défait. Il avait entendu les derniers mots et semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Sophie comprit qu'il était temps de les laisser seuls. Elle serra l'épaule de Juliette et sortit discrètement. Le silence s'étira entre les époux. Emma dormait paisiblement, sa respiration régulière le seul bruit dans la chambre. Alexandre s'approcha lentement du lit, ses yeux rougis fixés sur le bandage qui ornait le front de sa fille. « J'ai eu peur de la perdre », avoua-t-il d'une voix brisée. Quand j'ai vu le sang... Il s'interrompit, la gorge serrée. Juliette l'observait, surprise par cette vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Juliette, je sais que j'ai été lâche. Pendant 3 ans, j'ai fermé les yeux sur ce que ma mère vous faisait subir. À toi et à Emma. » Ces mots, Juliette les attendait depuis si longtemps qu'elle crut d'abord avoir rêvé. « Tu sais pourquoi je ne disais rien ?» continua Alexandre. « Parce que reconnaître que ma mère était toxique, c'était admettre que j'avais grandi avec ça. Que j'étais peut-être comme elle. » Il s'assit lourdement sur la chaise visiteur, la tête entre les mains. « Mais voir Emma inconsciente à cause de ma lâcheté, ça m'a ouvert les yeux. Sophie a raison, ça fait des mois que tu souffres et je n'ai rien fait. » Juliette sentit les larmes monter. Des larmes de soulagement, de colère, de peur aussi. Car elle voulait croire Alexandre, mais 3 ans de déception l'avaient rendue méfiante. « Tu dis ça maintenant ?» murmura-t-elle. « Mais demain ? La semaine prochaine ? Tu as toujours trouvé des excuses à ta mère. » Alexandre leva la tête, et dans ses yeux, Juliette lut une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. « Regarde-moi, Juliette. Regarde notre fille. Ma mère a lancé une chaussure sur un enfant de 7 ans. Il n'y a plus d'excuses possibles. » Emma remua légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inaudible. Instinctivement, ses parents se penchèrent vers elle, unis dans cette inquiétude parentale. « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai laissé se passer, » reprit Alexandre. « Mais je te promets que plus jamais ma mère ne vous fera du mal. » Juliette voulait le croire. De toutes ses forces, elle voulait croire que cette fois serait différente. Mais les promesses d'Alexandre, elle les avait déjà entendues. Dehors, l'aube commençait à poindre. Une nouvelle journée se levait sur cette famille brisée, porteuse d'espoir ou de nouvelles désillusions. Emma dormait encore quand ils rentrèrent le lendemain soir. Les médecins l'avaient gardée en observation par précaution, mais elle allait bien. Sur le chemin du retour, Alexandre avait été particulièrement silencieux, un pli soucieux barrant son front. Une fois Emma couchée, il se dirigea vers le bureau qu'ils partageaient. Juliette le suivit, intriguée par cette détermination nouvelle qu'elle lisait dans ses gestes. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je veux comprendre, » répondit Alexandre en ouvrant les tiroirs méthodiquement. « Je veux voir les choses comme elles sont vraiment, pas comme ma mère me les a toujours présentées. » Dans le 3e tiroir, sous une pile de factures, il découvrit un petit carnet rouge qu'il n'avait jamais remarqué.
Juliette rougit quand il le brandit. C'est juste des notes, balbutia-t-elle. Alexandre ouvrit le carnet et ses sourcils se froncèrent. Page après page, Juliette avait consigné les incidents avec une précision clinique qui lui glaça le sang. Mars 2021, Marguerite critique ma coiffure devant Emma, lui dit que maman ne sait pas se faire belle. Avril 2021, demande 150 € pour des médicaments. Refuse de montrer l'ordonnance. Juin 2021, réorganise ma cuisine sans demander. Emma pleure parce que grand-maman dit que maman ne range pas bien. Septembre 2021, arrive à l'improviste pendant qu'Alexandre est au travail. Fouille dans nos papiers, pour m'aider avec l'administratif, point. La liste continuait, méticuleuse et accablante. 3 années de manipulation, de chantage affectif et d'humiliation soigneusement documentées. Alexandre sentit sa gorge se serrer à mesure qu'il tournait les pages. « Pourquoi tu ne m'as jamais montré ça ? Tu n'aurais pas voulu le voir, répondit simplement Juliette. Tu trouvais toujours des excuses. Alors j'ai écrit. Pour garder une trace. Pour ne pas devenir folle. » Alexandre posa le carnet, bouleversé. Combien de fois avait-il balayé les plaintes de Juliette d'un « tu exagères » ou d'un « c'est sa façon d'être » ? Combien de fois l'avait-il culpabilisée au lieu de la protéger ? Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son frère Paul. Il était temps d'avoir des conversations qu'il avait évitées trop longtemps. Paul. C'est Alexandre. Il faut qu'on parle de maman. Un silence pesant accueillit sa déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé ? Finit par demander Paul, la voix tendue. Elle a blessé Emma. Une chaussure. Sur la tête. Mon Dieu. Elle a vraiment franchi le cap. Cette réaction surprit Alexandre. Comme si Paul s'attendait à quelque chose du genre. Paul, est-ce que maman a déjà causé des problèmes entre toi et Sylvie ? Un rire amer résonna dans l'écouteur. Des problèmes ? Alexandre, Sylvie a failli demander le divorce à cause de maman. Il y a 2 ans. Elle n'en pouvait plus des critiques constantes, des demandes d'argent, des intrusions. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Tu aurais écouté. Chaque fois qu'on essayait d'aborder le sujet en famille, tu défendais maman. Tu disais qu'on était ingrats. La vérité frappait Alexandre comme une série de gifles. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment écouté ses frères et sœurs lors des rares réunions familiales. Il était trop occupé à jouer le fil parfait. Paul, il faut que je parle à tout le monde. Marie, Jean-Luc, Sylvie. J'ai besoin de savoir. Tu es sûr que tu es prêt à entendre la vérité ? Alexandre regarda Juliette, puis le carnet rouge qui contenait 3 ans de souffrance silencieuse. Oui. Il est temps. Les heures qui suivirent furent une révélation douloureuse. Marie lui raconta comment Marguerite avait saboté sa relation avec David en inventant des histoires sur ses intentions. Jean-Luc expliqua pourquoi sa femme refusait désormais de participer aux repas de famille. Sylvie décrivit les manipulations subtiles, les remarques acides, les tentatives constantes de créer des conflits dans leur couple. Un pattern terrifiant émergea de ces conversations. Marguerite avait systématiquement tenté de détruire toutes les relations amoureuses de ses enfants. Quand elle n'y parvenait pas, elle rendait la vie du couple si difficile que beaucoup préféraient s'éloigner plutôt que de subir. Elle ne supporte pas de partager l'amour de ses enfants, expliqua Marie. Pour elle, nos conjoints sont des rivaux à éliminer. Alexandre raccrocha le dernier appel avec un sentiment de nausée. Il avait été aveugle pendant des années, complice malgré lui d'une manipulation familiale qui durait depuis des décennies. Juliette l'observait depuis le canapé, Emma endormie contre elle. Dans ses yeux, il lut une question muette. Qu'allait-il faire maintenant qu'il connaissait la vérité ? Pour la première fois de sa vie adulte, Alexandre se sentait vraiment libre de choisir son camp. Et son choix était déjà fait. Le mercredi suivant, Alexandre prit sa journée de congé. Il avait une mission à accomplir, et il ne pouvait plus reculer. Marguerite l'attendait chez elle pour leur habituel déjeuner mensuel, ignorant qu'elle venait de perdre sa place dans la vie de son fils. Juliette l'observait se préparer depuis le pas de la porte.
Pour la première fois depuis des mois, elle voyait son mari avec un regard nouveau. Cette détermination dans ses gestes, cette façon de redresser les épaules avant de partir, tout cela lui donnait un espoir fragile. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Certain » répondit Alexandre en l'embrassant. « Emma et toi passez avant tout. J'aurais dû le comprendre depuis longtemps. » Le trajet jusqu'à chez Marguerite lui parut interminable. Alexandre répétait mentalement les mots qu'il allait prononcer, conscient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Sa mère l'accueillit avec son sourire habituel, celui qu'elle réservait au moment où elle pensait avoir gagné. Elle avait préparé son plat préféré et mis la table avec la vaisselle du dimanche. « Mon chéri, comment va ma petite Emma ? J'espère qu'elle ne garde pas de séquelles de cette chute malheureuse. » Cette reformulation de l'incident comme un accident confirma à Alexandre qu'il prenait la bonne décision. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement. » Marguerite dut percevoir quelque chose d'inhabituel dans le ton de son fils car son sourire vacilla légèrement. « Emma n'est pas tombée, » reprit Alexandre calmement. « Tu lui as lancé ta chaussure en visant Juliette. Ma fille de 7 ans a eu une commotion cérébrale à cause de ta colère. » Alexandre, voyons, tu dramatises ? Non. Stop. Plus jamais tu ne minimiseras ce qui s'est passé. Alexandre sortit le carnet rouge de sa poche et le posa sur la table. Marguerite pâlit en reconnaissant l'écriture de Juliette. 3 ans, maman. 3 ans que tu empoisonnes notre vie. 3 ans que tu manipules, que tu demandes de l'argent, que tu critiques ma femme devant ma fille. Cette femme t'a monté contre moi. Elle. Cette femme est ma femme. Et Emma est ma fille. Et vous deux, vous passez avant toi. Définitivement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite fixait son fils comme si elle ne le reconnaissait plus. Puis, lentement, ses traits se durcirent. « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère. » Justement. En tant que mère, tu aurais dû protéger ma famille, pas la détruire. Alexandre se leva, laissant le déjeuner intact sur la table. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de nous contacter. Ni Juliette, ni Emma, ni moi. Je récupère les clés de la maison. Marguerite lui tendit le trousseau d'une main tremblante, mais ses yeux brillaient d'une rage froide que son fils n'avait jamais vue. Tu le regretteras, Alexandre. Cette petite va te quitter et tu reviendras en rampant. Au contraire, maman. Grâce à cette petite, comme tu dis, j'ai enfin compris qui tu es vraiment. Les premières manifestations de la colère de Marguerite commencèrent dès le lendemain. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais ce n'était pas l'alarme habituelle. Le téléphone fixe résonnait dans toute la maison. Alexandre décrocha pour entendre sa mère sangloter au bout du fil. « Alexandre, mon cœur, pardonne-moi. J'ai eu tort, j'ai besoin de vous voir. » Il raccrocha sans répondre. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement. Puis encore. Et encore. Juliette émergea de la chambre, Emma dans les bras. « Débranche-le, dit-elle simplement. » Mais débrancher le téléphone ne stoppa pas les autres tentatives. Les lettres commencèrent à arriver, glissées sous la porte pendant la nuit. De longs pavés où Marguerite alternait entre supplications et reproches, décrivant sa solitude, sa dépression, ses problèmes de santé soudain aggravés. Quand les lettres ne suffirent plus, elle passa aux visites impromptues. Ne pouvant plus entrer, elle sonnait pendant des heures, parfois accompagnée de voisins qu'elle avait convaincus de sa détresse. « Votre belle-mère semble très inquiète », fit remarquer Madame Dubois, la voisine du dessus. « Elle dit que vous l'empêchez de voir sa petite fille. » Alexandre et Juliette apprirent rapidement à ne plus répondre aux coups de sonnette intempestifs. Mais Marguerite était loin d'avoir épuisé son arsenal. 3 semaines après la rupture, elle franchit une ligne rouge supplémentaire. Alexandre rentra du travail pour trouver Juliette en larmes dans la cuisine, une lettre officielle entre les mains. « Les services sociaux veulent nous voir », annonça-t-elle d'une voix blanche. Quelqu'un les a contactés pour signaler qu'Emma pourrait être maltraitée. Alexandre sentit le sang quitter son visage. Il n'avait pas imaginé que sa mère irait jusque-là. « Elle n'aura pas Emma », dit-il d'une voix ferme en prenant Juliette dans ses bras.
Jamais. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Juliette se sentit vraiment protégée. Alexandre n'était plus l'homme faible qui cherchait à ménager tout le monde. C'était un père et un mari déterminés à défendre sa famille. Mais ils savaient tous deux que le plus dur restait à venir. L'entretien avec les services sociaux eut lieu un jeudi matin dans leurs bureaux austères. L'assistante sociale, Madame Lambert, examina méticuleusement le dossier médical d'Emma, les photos de sa blessure, et interrogea longuement le couple sur leurs habitudes familiales. Alexandre présenta le carnet de Juliette et expliqua calmement la situation avec sa mère. Le témoignage de Sophie, que Juliette avait eu la présence d'esprit de demander, confirma l'état psychologique dégradé qu'elle avait observé chez son amie ces derniers mois. Après 2 heures d'interrogatoire, Madame Lambert referma le dossier. Il est évident que cet enfant vit dans un foyer aimant. Le signalement était manifestement malveillant. Nous classons l'affaire. En sortant du bâtiment, Juliette s'effondra nerveusement dans les bras d'Alexandre. La tension accumulée ces dernières semaines explosa en sanglots incontrôlables. On a failli perdre Emma à cause de ta mère, octa-t-elle. Et toi, tu aurais pu nous perdre toutes les deux. Alexandre réalisa alors l'ampleur des dégâts causés par sa passivité. Voir Juliette si fragile lui fit comprendre qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle pour reconstruire leur couple. Nous devons consulter un thérapeute, annonça-t-il ce soir-là. Juliette le regarda, surprise. Elle s'attendait à devoir se battre pour cette évidence. Tu es d'accord? J'ai été complice de ce qui t'est arrivé pendant 3 ans. Je dois comprendre pourquoi j'ai été si aveugle. Dr Moreau était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard bienveillant mais perçant. Son cabinet au ton apaisant contrastait avec la tension palpable du couple lors de leur première séance. Parlez-moi de votre relation avec votre mère, Alexandre. Elle a toujours été exigeante. Mais c'était normal pour moi. Que se passait-il quand vous la déceviez? Alexandre fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait tout sacrifié pour nous élever et qu'on lui rendait mal son amour. Et comment vous sentiez-vous? Coupable. Tellement coupable que je ferais n'importe quoi pour qu'elle arrête de pleurer. Dr Moreau hocha la tête, prenant des notes. Votre mère vous a conditionné à associer son bonheur à votre obéissance. C'est un mécanisme de manipulation très efficace. Les séances suivantes révélèrent progressivement l'ampleur du conditionnement subi par Alexandre. Marguerite avait instillé en lui l'idée qu'un « bon fils » ne disait jamais non à sa mère, qu'il était responsable de son bonheur, et que toute femme qui s'interposait était forcément une manipulatrice. Quand j'ai épousé Juliette, confessa Alexandre lors de la 4e séance, ma mère m'a dit « J'espère qu'elle ne te changera pas. Tu étais si parfait avant. » Juliette sursauta. Elle ne connaissait pas cette phrase. « Et qu'avez-vous ressenti ?» demanda le docteur. « De la peur. Peur que Juliette essaie effectivement de me changer. Peur de ne plus être le fils parfait. Donc, inconsciemment, vous avez choisi de préserver cette image plutôt que de protéger votre épouse. » Le silence qui suivit fut lourd de révélations douloureuses. Emma fut intégrée à certaines séances. Assise entre ses parents, elle dessina pendant que les adultes parlaient. Ces dessins révélèrent progressivement l'impact de la situation sur elle. Premier dessin, une maison avec 3 personnages souriants, papa, maman, Emma. Deuxième dessin, la même maison, mais avec un 4e personnage noir aux dents pointues près de la porte. « Qui est cette dame ?» demanda doucement le docteur. « Grand-maman » murmura Emma. « Elle fait du bruit et maman pleure après. »« As-tu peur de grand-maman ?» Emma acquiesça vigoureusement. « Elle crie tout le temps. Et elle dit que papa l'aime plus que nous. » Ces mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Sa fille de 7 ans avait perçu une vérité qu'il avait refusé de voir. Au fil des semaines, le couple apprit à communiquer différemment. Juliette exprima sa colère longtemps refoulée, Alexandre assumait ses erreurs sans se défendre. Ils établirent ensemble des règles claires pour protéger leur famille. Dr Moreau leur donna des outils concrets, comment reconnaître la manipulation, comment poser des limites saines, comment ne plus culpabiliser face au chantage affectif.
Votre mère va probablement escalader, prévint-elle. Les manipulateurs n'abandonnent jamais facilement leurs victimes. Alexandre et Juliette échangèrent un regard. Ils s'y attendaient. 2 mois après leur première séance, ils sortaient du cabinet main dans la main. Emma gambadait devant eux, insouciante pour la première fois depuis longtemps. « J'ai l'impression de te redécouvrir », avoua Juliette. « Moi aussi. Mais cette fois, je ne laisserai personne nous séparer. » Leur couple, mis à rude épreuve, émergeait de cette thérapie plus solide qu'avant la crise. Ils avaient appris à se faire confiance, à s'écouter vraiment. Mais comme l'avait prédit le docteur Moreau, Marguerite n'avait pas dit son dernier mot. 8 mois après l'incident de la chaussure, Alexandre surprit Juliette en rentrant du travail avec une petite valise et un sourire mystérieux. « Fais tes bagages. Nous partons demain matin. »« Alexandre, je ne peux pas partir comme ça, j'ai mes gardes à l'hôpital. »« Déjà organisé. Sophie a accepté de reprendre ton service. Emma va chez ma sœur Marie pour le week-end. Toi et moi, nous avons rendez-vous avec notre nouvelle vie. » Juliette sentit son cœur s'accélérer. Depuis leur mariage, ils n'avaient jamais pris de vacances en amoureux. Marguerite trouvait toujours un prétexte pour s'inviter ou créer une urgence qui les empêchait de partir. Le lendemain, ils roulaient vers la Normandie sans avoir dit à personne où ils allaient. Pour la première fois en 3 ans, aucune interférence extérieure ne pouvait les atteindre. L'hôtel qu'Alexandre avait choisi surplombait la mer. Leur chambre donnait sur une plage de galets où les vagues venaient mourir dans un murmure apaisant. Juliette découvrait un homme qu'elle avait oublié, attentionné, romantique, capable de la surprendre. « Tu te souviens de notre premier week-end ensemble ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras sur la terrasse. « Tu m'avais emmené voir le coucher de soleil sur les falaises d'Étretat. Et tu avais dit que tu pourrais rester là pour l'éternité avec moi. » Juliette sourit, émue par ce souvenir. L'homme qui lui parlait maintenant était redevenu celui dont elle était tombée amoureuse. La thérapie avait libéré Alexandre de ses chaînes invisibles. Cette semaine fut une révélation. Ils redécouvraient leur complicité, parlaient de leurs rêves, de leurs projets. Alexandre révéla qu'il avait ouvert un compte bancaire secret pour protéger leurs économies des futures demandes de sa mère. « J'ai aussi changé notre assurance vie. Si quelque chose m'arrive, Marguerite ne touchera rien. Tout va à vous deux. » Cette prévoyance toucha profondément Juliette. Elle comprenait enfin qu'Alexandre avait vraiment choisi son camp. Le dernier soir, alors qu'ils dînaient aux chandelles dans un petit restaurant face à la mer, Alexandre prit sa main. « Juliette, je veux qu'on renouvelle nos vœux de mariage. Mais cette fois, sans ma mère. Juste nous, Emma, et les gens qui nous aiment vraiment. » Les larmes aux yeux, Juliette acquiesça. Elle acceptait enfin de lui faire à nouveau confiance. Ils rentrèrent le dimanche soir, bronzés et apaisés. Emma les accueillit avec des cris de joie, leur racontant ses aventures chez tante Marie. Pour la première fois depuis des mois, leur maison résonnait de rires insouciants. Mais leur bonheur retrouvé ne dura que 3 jours. Le mercredi matin, un huissier sonna à leur porte. Marguerite avait engagé un avocat et réclamait ses droits de grand-mère. Elle exigeait un droit de visite avec Emma et menaçait de révéler de prétendus secrets familiaux si Alexandre ne cédait pas. La lettre d'avocat était un chef-d'œuvre de manipulation légale. Marguerite se présentait comme une grand-mère aimante injustement privée de sa petite-fille par une belle-fille jalouse et un fils, aliéné parentalement. Elle a même contacté grand-père paternel, révéla Alexandre après avoir téléphoné à sa famille. Il est persuadé que nous maltraitons Emma et accepte de témoigner pour elle. Juliette sentit son estomac se nouer. Le grand-père d'Emma, âgé de 80 ans et vivant en maison de retraite, avait toujours adoré sa petite-fille. Marguerite avait dû le manipuler savamment pour le retourner contre eux. Elle utilise même ses propres mensonges comme preuve, constata Alexandre en relisant l'assignation. Elle affirme qu'Emma était négligée émotionnellement et que c'est pour ça qu'elle a dû intervenir énergiquement le jour de l'incident. L'audience était fixée dans 1 mois. Marguerite jouait son va-tout, certaine que son statut de grand-mère et ses talents de manipulation lui donneraient l'avantage. Ce soir-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement, Juliette et Alexandre se serraient l'un contre l'autre dans leur lit.
Ils avaient retrouvé leur amour, mais l'ombre de Marguerite planait encore sur leur famille. « Elle ne nous aura pas, » murmura Alexandre. « Plus jamais. Et si le juge lui donne raison? Alors nous ferons appel. Et appel sur appel s'il le faut. Notre fille ne retournera pas dans ses griffes. » Juliette ferma les yeux, puisant dans cette détermination nouvelle de son mari la force d'affronter ce qui les attendait. Ils avaient survécu à tout le reste. Ils survivraient aussi à ça. Mais pour la première fois, Emma allait devoir témoigner. Et cette perspective terrifiant Juliette plus que tout le reste. Le jour de l'audience, Emma portait sa plus jolie robe bleue, celle avec des papillons brodés. Ses petites mains tremblaient légèrement quand Juliette l'aida à se coiffer, mais son regard était déterminé. « Maman, je vais dire la vérité au monsieur juge, d'accord? C'est tout ce qu'on te demande, ma chérie. » Dans la salle d'audience froide et imposante, Marguerite siégeait aux côtés de son avocat, vêtue de noir et arborant un masque de grand-mère éplorée. Elle avait même apporté des mouchoirs et des photos d'Emma bébé pour émouvoir le tribunal. Son avocat présenta un réquisitoire dramatique. Marguerite était dépeinte comme une grand-mère aimante, brutalement séparée de sa petite fille par un couple manipulé par des thérapeutes. Il évoqua l'isolement social d'Alexandre, sa transformation soudaine, les « droits sacrés » des grands-parents. Puis vint le tour de la défense. L'avocat de Juliette et Alexandre présenta méthodiquement les preuves, le carnet rouge, les témoignages des frères et sœurs d'Alexandre, le rapport médical d'Emma, celui des services sociaux. Madame Marguerite n'est pas une grand-mère bienveillante privée injustement de sa famille, déclara-t-il calmement. C'est une femme qui a systématiquement détruit les relations de ses enfants pendant des décennies. Quand le grand-père paternel témoigna en faveur de Marguerite, décrivant Emma comme une enfant triste et négligée, Alexandre sentit son cœur se serrer. Le vieil homme, manifestement manipulé, récitait les mensonges de Marguerite avec une conviction touchante. Mais le moment décisif arriva quand le juge demanda à s'entretenir avec Emma. Dans son bureau, moins intimidant que la salle d'audience, la fillette s'assit face au magistrat avec un courage qui impressionna tous les adultes présents. « Emma, peux-tu me parler de ta grand-maman Marguerite ? » « Elle crie beaucoup, » répondit Emma simplement. « Et après, maman pleure dans la cuisine. »« As-tu peur d'elle ?» Emma hocha la tête vigoureusement. « Elle dit toujours que maman fait mal les choses. Et que papa l'aime plus que nous. Te souviens-tu du jour où tu t'es fait mal à la tête ?» Emma ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit avec une gravité bouleversante. Grand-maman était très en colère. Elle a lancé sa chaussure sur maman mais elle m'a touché moi. Ça a fait très mal. Comment te sens-tu quand grand-maman n'est pas là? Pour la première fois, Emma sourit. Papa et maman sont contents. Moi aussi je suis contente. On peut jouer sans avoir peur des cris. Ces mots, prononcés avec l'innocence dévastatrice d'une enfant de 7 ans, scellèrent le sort de Marguerite. De retour dans la salle d'audience, le juge annonça sa décision d'un ton solennel. Il apparaît clairement que Madame Marguerite présente un comportement toxique et manipulateur. Son attitude le jour de l'incident, confirmée par le témoignage spontané de l'enfant, révèle une dangerosité psychologique évidente. Marguerite blêmit, réalisant que sa stratégie avait échoué. « Je refuse tout droit de visite et maintiens l'interdiction de contact pour une durée de 2 ans minimum. Cette famille a le droit de vivre en paix. » Dans un dernier sursaut de rage, Marguerite se leva brutalement. « Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est ma petite fille. Alexandre, tu me le paieras. » Cette explosion de colère devant le tribunal confirma définitivement aux yeux du juge qu'il avait pris la bonne décision. Dehors, sous le soleil d'avril, Juliette serra Emma dans ses bras tandis qu'Alexandre les entourait toutes les deux. Pour la première fois en 4 ans, ils étaient vraiment libres. 18 mois plus tard, le jardin de leur nouvelle maison résonnait de rires cristallins. Emma, maintenant âgée de 9 ans, aidait Alexandre à planter un cerisier près de la balançoire qu'il venait de terminer. « Papa, quand est-ce qu'il va faire des cerises ? » « Dans quelques années, ma princesse. Nous les cueillerons ensemble. » Juliette les observait depuis la terrasse, une main posée sur son ventre qui s'arrondissait discrètement. Elle n'avait pas encore annoncé la nouvelle,
mais ce bébé serait conçu dans l'amour et grandirait dans la sérénité. L'association qu'elle avait créée avec l'aide de Marie, la sœur d'Alexandre, aidait maintenant une quinzaine de femmes victimes de harcèlement familial. Son histoire était devenue un espoir pour d'autres. Alexandre, libéré des chaînes de culpabilité maternelle, était devenu l'homme et le père qu'il avait toujours voulu être. Emma s'épanouissait, excellait à l'école, et n'avait plus fait de cauchemars depuis plus d'1 an. Marguerite avait tenté un dernier contact par lettre, mais ils avaient choisi ensemble de ne même pas l'ouvrir. Certaines toxicités méritent l'oubli. En regardant sa famille dans la lumière dorée du couchant, Juliette sourit. 3 paires de mains dans la terre, plantant ensemble l'avenir qu'ils méritaient enfin.